Salut, c'est Paola. Chaque jour, je vous lis un grand texte de philosophie en espérant que ça vous plaise. Enfin, sauf les jeudis, bien sûr. Semaine 2, ça promet. Aujourd'hui, mardi, comment les princes doivent tenir parole. Nicolas Machiavel, Le Prince, 1515. La philo dans le texte, une production, Je discute. Machiavel est né en 1469. Ce n'est pas un philosophe, mais un haut fonctionnaire de la République de Florence, en Italie. En 1494, alors que Machiavel a 25 ans, un soulèvement populaire, mené par le moine Savonarole, chasse la famille des Médicis du pouvoir à Florence. Mais à l'instigation du pape, Savonarole se retrouve condamné et brûlé 4 ans plus tard. Une république laïque est alors instaurée. Nicolas Machiavel y prend peu à peu d'importantes responsabilités. Il devient en particulier proche du chef suprême de la République, Pierre Soderini. Mais en 1512, les troupes espagnoles se rapprochent dangereusement de Florence, et Pierre Soderini est obligé de quitter le pouvoir. C'est le retour des Médicis. Machiavel est exclu de l'administration. Soupçonné d'avoir participé à un complot, il est emprisonné et torturé. Mais en l'absence de preuves, il est amnistié un mois plus tard. Il se retire alors, avec sa famille, dans une maison qu'il possède à quelques lieues au sud de Florence. Dans une lettre adressée à l'un de ses amis, Francesco Vettori, le 10 décembre 1513, Machiavel décrit sa nouvelle vie. Il parle aussi du livre qu'il a commencé à écrire sur la manière de gouverner les principautés, à l'attention du nouveau prince de Florence, Julien de Médicis. J'habite donc ma villa. Et depuis les derniers malheurs que j'ai éprouvés, je ne pense pas en tout avoir été plus de 20 jours à Florence. Et voici comment j'ai vécu depuis. Je me lève avec le soleil, je vais dans un de mes bois que je fais couper. J'y demeure 2 heures à examiner l'ouvrage qu'on a fait la veille et à m'entretenir avec les bûcherons. Lorsque je quitte le bois, je me rends près d'une fontaine, et de là à mes pièges à oiseaux, portant avec moi soit le Dante, soit Pétrarque, soit un de ces poètes appelés mineurs, tels que Tibulle, Ovide et autres. Je lis leurs plaintes passionnées et leurs transports amoureux. Je me rappelle les miens, et je jouis un moment de ce doux souvenir. Je vais ensuite à l'auberge qui est située sur le grand chemin. Je cause avec les passants, je leur demande des nouvelles de leur pays, j'apprends un grand nombre de choses, et j'observe la diversité qui existe entre les goûts et les imaginations de la plupart des hommes. C'est ainsi que, plongé dans cette vulgaire existence, je tâche d'empêcher mon cerveau de se moisir. Je donne ainsi carrière à la méchanceté de la fortune qui me poursuit. Je suis satisfait qu'elle ait pris ce moyen de me piétiner, et je veux voir si elle n'aura pas honte de me traiter toujours de la sorte. Le soir venu, je retourne chez moi, et j'entre dans mon cabinet. Je me dépouille sur la porte de ces habits de paysan couverts de poussières et de boue. Je mets mes habits de cour ou mon costume, et habillé décemment, je pénètre dans le sanctuaire des grands hommes de l'Antiquité. J'en ai composé un petit traité intitulé De Principatibus, des principautés, dans lequel j'aborde autant que je puis toutes les profondeurs de mon sujet, recherchant quelle est l'essence des principautés, de combien de sortes il en existe, comment on les acquiert, comment on les maintient, et pourquoi on les perd. Et si mes rêveries vous ont plu quelquefois, celle-ci ne doit pas vous être désagréable. Elle doit surtout convenir à un prince, et spécialement à un prince nouveau. Voilà pourquoi je dédie mon ouvrage à la magnificence Julien de Médicis. C'est le besoin qui m'assaille et qui me force à le publier, car je me consume.
je ne puis rester longtemps encore dans la même position sans que la pauvreté me rende l'objet de tous les mépris. Ensuite, je voudrais bien que ces seigneurs Médicis commencent à m'employer, même s'ils ne doivent d'abord me faire que retourner des pierres. Si je parvenais une fois à me concilier leur bienveillance, je ne pourrais me plaindre que de moi. Quant à mon livre, s'ils prenaient la peine de le lire, ils verraient que je n'ai employé ni à dormir, ni à jouer, les 15 années que j'ai consacrées à l'étude des affaires de l'État. Chacun devrait tenir à se servir d'un homme qui a depuis longtemps acquis de l'expérience. On ne devrait pas non plus douter de ma fidélité, car si jusqu'à ce jour je l'ai scrupuleusement gardée, ce n'est point aujourd'hui que j'apprendrai à la trahir. Celui qui a été probe et honnête homme pendant 43 ans, et tel est aujourd'hui mon âge, ne peut changer de nature. Et le meilleur garant que je puisse donner de mon honneur et de ma probité, c'est mon indigence. Ce livre, De Principatibus, dont parle Machiavel dans cette lettre, sera finalement publié sous le titre « Le Prince ». On peut s'étonner que Machiavel, républicain, se fasse ici le conseiller des princes. Mais considérant la structure féodale, la grande division des principautés italiennes et les menaces d'invasions étrangères, Machiavel se forge la conviction que seul un monarque fort peut protéger et unifier l'Italie. Après la mort de Julien, Machiavel dédicacera finalement son livre « Le Prince » à Laurent de Médicis. Dans cette dédicace, on ne peut s'empêcher de déceler une pointe d'ironie à l'égard de cette illustre famille responsable de tous ses malheurs. Je ne veux pas qu'on parle de présomption, si un homme de basse et infime condition a la hardiesse d'examiner et de régler le gouvernement des princes. Car comme ceux qui dessinent les paysages se placent en bas dans la plaine pour observer la nature des montagnes et des lieux élevés, et se placent en haut sur la montagne pour observer celle des lieux bas, de même, pour bien connaître la nature des peuples, il faut être prince, et pour bien connaître celle des princes, il faut être du peuple. Que donc votre magnificence prenne ce petit présent dans l'esprit où je le lui envoie. S'il est par elle examiné et lu avec soin, elle y apercevra l'extrême désir que j'ai, qu'elle parvienne à cette grandeur que la fortune et ses autres qualités lui promettent. Et si votre magnificence, du sommet de son élévation, tourne quelquefois les yeux vers ces lieux bas, elle connaîtra combien il est indigne que je supporte une si grande et continuelle mauvaise fortune. Dans ce bref traité politique, Machiavel présente tout d'abord les différents types de principautés, c'est-à-dire d'États dirigés par un prince, avant de s'intéresser aux questions militaires. La troisième partie du traité, à partir du chapitre 15, est consacrée au rapport du prince avec ses sujets et ses amis. Dans ses conseils, Machiavel est pragmatique et veut s'en tenir à la vérité et à ce que lui a appris l'expérience du pouvoir, mais aussi à ce que lui a appris la lecture des auteurs anciens, en particulier sur l'histoire romaine. Les républiques utopiques à la manière de Platon ne l'intéressent pas. Reste à savoir maintenant comment un prince doit en user et se conduire, soit envers ses sujets, soit envers ses amis. Tant d'écrivains en ont parlé que peut-être on me taxera de présomption si j'en parle encore. D'autant plus qu'en traitant cette matière, je vais m'écarter du chemin suivi par les autres. Mais mon intention étant d'écrire des choses utiles pour celui qui me lira, il m'a paru plus pertinent de m'en tenir à la vérité effective des choses plutôt que de me livrer à de vaines spéculations. Bien des gens ont imaginé des républiques et des principautés, telles qu'on n'en a jamais vues ni connues. Mais à quoi servent ces imaginations? La manière dont on vit est tellement éloignée de celle dont on devrait vivre
qu'en étudiant que cette dernière, on apprend plutôt à se ruiner qu'à se conserver. Et celui qui veut en tout et partout se montrer homme de bien ne peut manquer de périr au milieu de tant de méchants. Il faut donc qu'un prince qui veut se maintenir apprenne à ne pas être toujours bon et apprenne à agir bien ou mal selon la nécessité. Certains ont lu Le Prince de Machiavel comme une leçon de cynisme, invitant les dirigeants politiques à se moquer de la morale, tout comme de la religion, au nom du réalisme et de l'efficacité politique. D'autres, préférant se souvenir des engagements républicains de Machiavel, de sa probité et de ses autres écrits, ont préféré lire Le Prince comme une satire et une dénonciation des procédés mêmes de la tyrannie dont Machiavel lui-même avait eu à pâtir. Cette double lecture peut s'appliquer au chapitre 18, intitulé « Comment les princes doivent tenir parole ». Chacun comprend combien il est louable pour un prince d'être fidèle à sa parole et d'agir toujours franchement et sans artifice. De notre temps, néanmoins, nous avons vu de grandes choses exécutées par des princes qui faisaient peu de cas de cette fidélité et qui savaient en imposer aux hommes par la ruse. Nous avons vu ces princes l'emporter finalement sur ceux qui prenaient la loyauté pour base de toute leur conduite. On peut combattre de deux manières, ou avec les lois, ou avec la force. La première est propre à l'homme. La seconde est celle des bêtes. Mais comme souvent celle-là ne suffit point, on est obligé de recourir à l'autre. Il faut donc qu'un prince sache agir à propos et en bête et en homme. C'est ce que les anciens écrivains ont enseigné de manière allégorique en racontant qu'Achille et plusieurs autres héros de l'Antiquité avaient été confiés au centaure Chiron, pour qu'il les nourrit et les élevât. Par là, en effet, et par cet instituteur moitié homme et moitié bête, ils ont voulu signifier qu'un prince doit avoir en quelque sorte ces deux natures, et que l'une a besoin d'être soutenue par l'autre. Le prince, devant donc agir en bête, tâchera d'être tout à la fois renard et lion. Car s'il n'est que lion, il n'apercevra point les pièges. S'il n'est que renard, il ne se défendra point contre les loups. Et il a également besoin d'être renard pour connaître les pièges, et lion pour épouvanter les loups. Ceux qui s'en tiennent simplement au lion ne comprennent rien. Un prince bien avisé ne doit point accomplir sa promesse lorsque cet accomplissement lui serait nuisible, et que les raisons qui l'ont conduit à promettre n'existent plus. Tel est le précepte à donner. Ce précepte ne serait pas bon, sans doute, si les hommes étaient tous gens de bien. Mais comme ils sont méchants, et qu'assurément ils ne tiendraient point leur parole avec vous, pourquoi devriez-vous tenir la vôtre avec eux? Et d'ailleurs, un prince n'a jamais manqué de motifs légitimes pour maquiller les manquements à ses promesses. À ce propos, on peut citer une infinité d'exemples modernes et montrer un très grand nombre de traités de paix, de promesses de toutes espèces, devenus caducs et vains par l'infidélité des princes qui les avaient conclus. Et ceux qui ont su le mieux agir en renard sont ceux qui ont le mieux réussi. Mais il faut pour cela savoir bien maquiller cette nature de renard et posséder parfaitement l'art de simuler et de dissimuler. Les hommes sont si aveugles, si entraînés par le besoin du moment, que celui qui trompe trouve toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Parmi les exemples récents, il en est un que je ne veux point passer sous silence. Le pape Alexandre VI ne fit jamais que tromper les gens. Il ne pensait pas à autre chose, et en trouva toujours l'occasion et le moyen. Il n'eut jamais d'homme qui affirma une chose avec plus d'assurance, qui appuya sa parole sur plus de serments, et qui les tint avec moins de scrupules.